James Carter fixait le panneau électrique du sous-sol des Henderson, ses mains calleuses travaillant méthodiquement à travers l'enchevêtrement de fils de cuivre. À 41 ans, il avait refait l'électricité de la moitié des maisons de Millbrook Township. Chaque intervention était une petite victoire de précision sur le chaos. Mais ce jour-là, son esprit s'égara vers le chaos qui couvait chez lui, à 5 kilomètres de là. Le tournevis glissa, lui entaillant l'articulation. Une fine ligne rouge apparut, et il jura dans sa barbe. 15 ans de mariage, et il ne s'était jamais senti aussi perturbé. Lily était distante depuis des mois, rentrant tard de son travail de comptable, réclamant des heures supplémentaires qui n'apparaissaient pas sur ses fiches de paie. Son téléphone vibrait sans cesse, des messages qu'elle supprimait avant de les lire. James termina la connexion et actionna le disjoncteur. La lumière inonda le sous-sol. Encore une intervention de terminée. Encore un problème familial résolu. Si seulement sa vie était aussi simple. Tout est prêt, Madame Patterson, lança-t-il à l'étage. La vieille femme apparut en haut des marches, chéquier à la main. Tu es une bénédiction, James. Cette prise de courant est allumée depuis des semaines. Elle lui tendit le paiement. Comment ton garçon joue-t-il encore en Ligue mineure? Tommy se débrouille très bien. Il a 10 ans et lance déjà des balles rapides que j'ai du mal à attraper. James empocha le chèque et prit ses outils. Passe le bonjour à Monsieur Patterson de ma part. Le trajet dura 12 minutes à travers des rues de banlieue bordées de modestes maisons à 2 étages et de pelouses impeccables. James avait acheté leur maison sur Maple Street à la naissance de Tommy. Une maison à rénover qu'il avait peu à peu transformée en un lieu digne de sa famille. Peinture fraîche, nouvelles fenêtres, une terrasse qu'il avait construite de ses propres mains, chaque clou planté avec amour et espoir pour l'avenir. Cet avenir semblait de plus en plus fragile. James s'engagea dans l'allée à 16h47. La Honda de Lily n'était pas encore là, bien que son service chez Morrison & Associates fût censé se terminer à 16h30. Il trouva Tommy dans le salon, affalé sur le tapis, ses devoirs éparpillés autour de lui. Dis donc, champion, comment s'est passée l'école? Tommy leva les yeux, ses cheveux noirs lui tombant sur le front et cette même langue de vache têtue dont James se souvenait sur ses photos d'enfance. Ça allait. Maman a dit qu'elle m'aiderait en maths, mais elle n'est pas encore rentrée. Je vais jeter un œil. James laissa tomber sa trousse à outils près de la porte et s'installa à côté de son fils. Table de multiplication de CE2. Rien de trop difficile. Ils travaillèrent ensemble sur les exercices, le crayon de Tommy griffonnant sur la feuille. Papa. La voix de Tommy portait une note hésitante. Ouais, tu sais, ce type qui a emménagé dans l'ancienne maison des Kowalski, la bleue en bas de la rue. James marqua une pause. Les Kowalski avaient déménagé en Floride 2 mois auparavant, et il avait vu des camions de déménagement à la maison récemment. Et lui? Il parle à maman parfois quand on est au travail. Les yeux de Tommy restèrent fixés sur ses devoirs. Il m'a donné ça. Le garçon fouilla dans son sac à dos et en sortit une lampe torche tactique, de qualité militaire, d'une valeur d'au moins $60. James la prit, sentant le poids de sa main. Pas le genre de cadeau qu'un inconnu offre à un enfant. Maman t'a vu lui donner ça? Tommy hocha lentement la tête. Elle dit que ce n'était pas grave qu'il soit juste gentil. Un silence. Mais je ne l'aime pas, papa. Il posait trop de questions. Un nœud glacé se forma dans l'estomac de James. Quel genre de questions? Sur l'heure de ton retour? Sur nos week-ends? Sur la voix de Tommy, qui se réduisit à un murmure. Sur maman. La porte d'entrée s'ouvrit avant que James puisse répondre. Lily entra, ses cheveux auburn légèrement ébouriffés, le sourire forcé. Désolé d'être en retard. La circulation était dense sur la route 9. Elle embrassa le front de Tommy, puis la joue de James. Ses lèvres étaient froides. Comment s'est passée ta journée? Demanda James en scrutant son visage. Des rapports de fin de mois chargés. Tu sais comment c'est. Elle se dirigea vers la cuisine. Je vais préparer le dîner. James la suivit, laissant Tommy avec ses devoirs. Dans la cuisine, Lily s'affairait à sortir des ingrédients du réfrigérateur, évitant son regard. Tom me montra une lampe de poche qu'on lui avait donnée. La main de Lily s'arrêta sur un paquet de bœuf haché. Oh, celui-là, un de ses clients. Son fils est devenu trop grand pour ça. Je me suis dit que Tommy pourrait l'apprécier pour le camping.
Quel client? Monsieur Randall. Il travaille en sous-traitance. Elle se tourna vers lui, ses yeux verts fixes. Y a-t-il un problème? James voulut insister, mais quelque chose dans son expression le dissuada. Au lieu de cela, il hocha la tête et se retira dans son atelier, dans le garage. Les outils ne mentaient pas. Les circuits électriques suivaient des schémas prévisibles, contrairement aux humains. Il passa l'heure suivante à ranger son matériel, mais son esprit revenait sans cesse aux paroles de Tommy. Il pose trop de questions. James avait installé des systèmes de sécurité pour que suffisamment de propriétaires inquiets puissent en reconnaître les signes. Quelqu'un recueillait des renseignements sur sa famille. La question était, pourquoi? 3 jours plus tard, la sonnette retentit à 18h15. James ouvrit la porte d'entrée et découvrit un homme d'une trentaine d'années, grand et mince, arborant le sourire confiant que cultivent les professionnels de la vente. Il tenait une bouteille de vin et portait un pantalon kaki qui coûtait probablement plus cher que ce que James gagnait en une semaine. « Bonsoir, je suis Alex Randall. Je viens d'emménager dans la maison bleue en bas de la rue. Je me suis dit que je devais me présenter aux voisins. » James accepta la poignée de main ferme de l'homme, scrutant son visage. Mâchoire forte, coupe de cheveux coûteuse, des yeux qui semblaient cataloguer chaque détail de l'entrée derrière James. James Carter, bienvenue dans le quartier. Une rue magnifique, très familiale. Le regard d'Alex passa de James au salon où étaient éparpillés les jouets de Tommy. Je vois que tu as un fils. Super enfant. On a discuté plusieurs fois. Le nœud dans l'estomac de James se serra. Et toi? Juste une conversation de voisinage. Il mentionna que sa mère travaillait dans la comptabilité. Le monde est petit. Je fais moi-même un peu de comptabilité. Le sourire d'Alex ne vacilla pas. Peut-être que nos femmes se sont croisées. De la cuisine parvint un bruit de verre brisé. James se retourna et vit Lily debout dans l'embrasure de la porte, le visage blanc comme du papier, des fragments d'une tasse à café à ses pieds. Lily, voici Alex Randall, notre nouveau voisin. Alex s'avança et lui tendit la main. Enchanté de vous rencontrer, Madame Carter. James m'a dit que vous travaillez dans la comptabilité. On connaît peut-être les mêmes personnes. Lily ne lui prit pas la main. Elle le fixa un long moment, puis se retourna et retourna à la cuisine sans un mot. Désolé, dit James, sans savoir pourquoi il s'excusait. Elle a eu une longue journée. Bien sûr. Bon, je devrais te laisser retourner à ta soirée, dit Alex en lui tendant la bouteille de vin. On pourrait peut-être aller boire une bière un de ces jours. Parlons boulot. Quel genre de boulot, ça serait? Le sourire d'Alex s'éclaircit légèrement. Une affaire de famille. Le genre qui vous empêche de dormir. Une fois la porte refermée, James se tenait dans le couloir, la bouteille de vin à la main. De la cuisine parvint le bruit de Lily balayant le verre, chaque coup de pelle à poussière faisant penser à des ongles sur un tableau noir. Il la trouva agenouillée près de l'évier, les mains tremblantes tandis qu'elle ramassait les fragments. Tout va bien? Je vais bien, juste maladroite. Elle refusa de le regarder. Tu le connais. Ce n'était pas une question. Les mains de Lily s'immobilisèrent un instant avant de reprendre leur travail. Non, Il me fit sursauter. James s'agenouilla près d'elle et prit doucement la pelle. Lily, parle-moi. Elle croisa enfin son regard, et ce qu'il y vit lui serra la poitrine. La peur. Une peur vive, désespérée. Je ne peux pas, murmura-t-elle. Pas encore. Impossible de quoi? Je ne peux pas vous perdre, ni l'un ni l'autre. Elle se leva brusquement et jeta le verre à la poubelle. Je dois aller voir Tommy. Elle le laissa agenouiller sur le sol de la cuisine, tenant des fragments qui lui coupaient les doigts lorsqu'il les serrait trop fort. Cette nuit-là, James resta éveillé, écoutant la respiration de Lily. Elle avait pris un somnifère, chose qu'elle n'avait jamais faite en 15 ans de vie commune. Son téléphone était posé sur la table de nuit, sombre et silencieux, mais il l'avait vu effacer 3 SMS avant de se coucher. À 2h17, il se glissa hors du lit et se dirigea vers la chambre de Tommy. Son fils dormait paisiblement, un bras pendant au-dessus du matelas. James ajusta la couverture et s'apprêtait à partir quand quelque chose attira son attention. La moustiquaire avait été retirée. James vérifia que la serrure était bien fermée, mais la moustiquaire était appuyée contre le mur.
Il l'a remis soigneusement en place, remarquant les rayures récentes sur le cadre. Quelqu'un l'avait enlevé de l'extérieur. De retour dans sa chambre, James enfila des vêtements et attrapa une lampe de poche. Il devait inspecter le périmètre. L'air nocturne transportait un parfum de fin de printemps, de lilas et d'herbes fraîchement coupées. James fit méthodiquement le tour de la maison, à la recherche d'empreintes de pas, de paillis déplacés, de tout ce qui n'était pas à sa place. Derrière la fenêtre de Tommy, il les trouva. Des empreintes de bottes dans la terre meuble du parterre de Lily, une pointure 40 ou 41 avec un motif de marche caractéristique. Quelqu'un avait observé son fils dormir. James photographia le prince avec son téléphone, puis s'assit sur les marches de derrière et tenta de décrypter les détails. Un inconnu emménagea 3 maisons plus loin, offrit des cadeaux coûteux à Tommy, posa des questions indiscrètes, se présenta à la porte d'entrée comme un ami perdu de vue, et maintenant quelqu'un, probablement le même, rôdait dans la maison la nuit. Son téléphone vibra, un SMS arriva. Numéro inconnu. Elle ne t'a jamais parlé de moi, n'est-ce pas? James fixa l'écran, les mains fermes malgré la rage qui montait dans sa poitrine. Un autre message suivit. Pose-lui des questions sur Portland. Pose-lui des questions sur les promesses qu'elle lui avait faites. Un troisième message. Ton fils a ses yeux, mon beau garçon. Dommage de le voir blessé par la vérité. James effaça les messages et retourna à l'intérieur. Dans la cuisine, il sortit un carnet et commença à faire une liste. Nom, date, détails, tout ce dont il se souvenait du comportement de Lily ces derniers mois. Chaque nuit tardive, chaque appel suspect, chaque mensonge déguisé en explication. Lorsqu'il eut terminé, le carnet contenait 3 pages de preuves que son mariage était terminé. Mais ce n'était pas ce qui l'inquiétait le plus. La menace qui pesait sur Tommy changeait tout. Le lendemain matin, James se rendit chez Millbrook Electronics et acheta un système de sécurité basique. 4 caméras sans fil, des détecteurs de mouvement et un enregistreur numérique. Rien d'extraordinaire, mais suffisant pour surveiller la maison en son absence. Il installa les caméras pendant que Lily était au travail et Tommy à l'école. Une surveillait la porte d'entrée, une surveillait le jardin, une se concentrait sur la fenêtre de Tommy et une cachée dans le salon. Les images étaient enregistrées sur son ordinateur portable, accessible depuis son téléphone. À 15h45, il alla chercher Tommy à l'école et l'emmena manger une glace. « Papa, je peux te demander quelque chose ?» Zut. Tommy remua son Soda au chocolat, rassemblant son courage. Ce type, Monsieur Randall, il sait des choses sur nous. Quoi? Il connaissait le 2e prénom de maman, et il savait pour ma cicatrice. Tommy avait touché la petite marque sur son menton, due à un accident de vélo 2 ans plus tôt. Comment pouvait-il savoir ça? À moins que... À moins que quoi? À moins que maman ne le lui dise. Tommy leva les yeux, trop vieux pour son visage de 10 ans. Est-ce que maman et toi divorcés? La question frappa James comme un coup de poing dans le ventre. Pourquoi demandes-tu ça? Parce qu'elle pleure parfois quand elle pense que je ne regarde pas. Et tu ne souris plus. La voix de Tommy était neutre. La façon dont les enfants délivrent des vérités accablantes. Et parce que Monsieur Randall a dit que les choses pourraient bientôt changer. Il t'a dit ça? Tommy hocha la tête. Hier, alors que j'étais à vélo, il prenait son courrier et il m'a arrêté. Il a dit que le changement était difficile mais parfois nécessaire. Il a dit que j'avais de la chance d'avoir une maman aussi jolie. James sentit une sensation de froid et de douleur s'installer dans sa poitrine. Qu'a-t-il dit d'autre? Qu'il connaissait maman avant qu'elle ne te rencontre. Et que peut-être il se reconnaîtrait à nouveau. James paya l'addition et rentra chez lui en silence, l'esprit en ébullition. Alex Randall n'était pas une simple menace. Il faisait partie du passé de Lily. Quelqu'un qui se sentait en droit de récupérer ce qu'il croyait lui appartenir. Ce soir-là, James attendit que Tommy s'endorme avant d'affronter Lily. Elle était assise à la table de la cuisine, corrigeant ses dossiers de comptabilité, son stylo rouge parcourant les colonnes de chiffres. Il faut qu'on parle. Elle leva les yeux, une lueur de résignation se lisant sur son visage. De quoi? D'Alex Randall? De Portland? Des promesses que tu lui as faites? Le stylo lui glissa des doigts, laissant une barre rouge sur la page. Comment vas-tu? Il m'a envoyé des textos. Il a parlé à Tommy. Hier soir,
quelqu'un a retiré la moustiquaire de la fenêtre de Tom et est resté dehors à le regarder dormir. James était assis en face d'elle, gardant une voix calme. Alors, oublions la partie où tu fais semblant de ne pas savoir de quoi je parle. Lily enfouit son visage dans ses mains. Pendant un long moment, le seul bruit fut celui de l'horloge de la cuisine qui affichait les secondes de leur mariage. C'était il y a 3 ans, dit-elle finalement. Une conférence à Portland. J'étais là pour le travail et il était. Elle leva les yeux, des larmes coulant sur ses joues. J'ai fait une erreur, James. Une terrible erreur. Une liaison. 3 jours. C'était tout. 3 jours de bêtises que j'ai regretté dès mon retour. Elle a tendu la main par-dessus la table, mais James l'a retirée. J'ai tout arrêté immédiatement. J'ai changé de numéro de téléphone, demandé d'autres clients, fait en sorte de ne plus jamais le revoir. Mais tu l'as revu. Non, pas avant qu'il n'emménage ici. Je te jure, James, je n'avais aucune idée de sa venue. Sa voix s'est brisée. Il est juste apparu un jour, tel un cauchemar, en revenant dans ma vie. Quelle promesse? Le visage de Lily s'est décomposé. Il a dit qu'il m'aimait. Qu'il attendrait aussi longtemps qu'il le faudrait. Je lui ai dit que c'était fini. Que je t'aimais, toi et Tommy, mais il n'a rien voulu entendre. Il n'arrêtait pas d'appeler, d'envoyer des fleurs à mon bureau, de faire les courses. C'est pour ça que j'ai changé de travail. Je ne supportais pas la pression. C'était quand? Il y a 6 mois. Je pensais lui avoir échappé, mais il a acheté la maison des Kowalski. Et je savais, elle a frissonné. Je savais qu'il ne me laisserait jamais partir. James assimila cela, assemblant les pièces du puzzle. Que veut-il? Moi, nous. Il fantasme sur le fait que nous sommes faits l'un pour l'autre, que toi et Tommy n'êtes que des obstacles à surmonter. La voix de Lily se durcit. Il dit, si je ne revenais pas de mon plein gré, il trouverait un moyen de détruire notre famille, de te faire tellement me détester que tu partirais, et ensuite il pourrait devenir la figure paternelle de Tommy. C'est pour ça que tu es distant? Pourquoi tu mens sur tes heures de travail? J'ai rencontré des avocats, j'ai essayé d'obtenir une ordonnance restrictive, mais il est prudent. Techniquement, il ne menace jamais, ne fait jamais rien d'illégal, il se contente de rôder, d'observer, d'attendre. Elle se leva et fit les 100 pas jusqu'à la fenêtre. Il est dehors, quelque part, en ce moment. Il m'a dit qu'il avait des moyens de surveiller la maison. James sentit les derniers éléments s'emboîter. Les cadeaux pour Tommy, les questions sur notre emploi du temps. Il a recueilli des renseignements. Il sait tout, James. À quelle heure pars-tu au travail? À quelle heure Tommy rentre de l'école? Où je fais mes courses? Il nous étudie comme un projet scientifique. Que m'as-tu caché d'autre? Lily se détourna de la fenêtre, le visage pâle dans la lumière de la cuisine. Il a des photos de moi, de Tommy, de toi. Il m'en a montré quelques-unes prises au téléobjectif depuis chez lui. Il a dit que si j'essayais d'appeler la police, il prétendrait que je l'ai invité à emménager ici, qu'on a une liaison. Il a des SMS que je lui ai envoyés. Quel genre de message? Lui demandant de nous laisser tranquilles, le suppliant de rester loin de Tommy. Il les a déformés pour en faire des lettres d'amour, sorties de leur contexte. Elle s'est affalée contre le comptoir. Il a pensé à tout, James. Sous tous les angles, à toutes les éventualités. James scruta le visage de sa femme, cherchant des indices. Son histoire donnait un sens à la peur qu'il avait vue. Les nuits blanches, l'anxiété constante. Mais quelque chose le taraudait. Montre-moi les SMS. Quoi? Les messages qu'il m'a envoyés. Montre-moi les tiens. Lily hésita, puis sortit son téléphone. Elle parcourut ses messages, puis le lui tendit. James parcourut l'historique des conversations. Des dizaines de messages d'Alex, de l'amical à l'insistant, puis à la menace. Les réponses de Lily étaient systématiquement dédaigneuses, le suppliant de laisser sa famille tranquille. Mais il y avait des trop. Des messages avaient été supprimés. Que as-tu supprimé? Rien d'important, sa voix s'éteignit juste en lisant son expression. Tu ne me crois pas? Je crois que tu as peur. Je crois qu'il est dangereux. Mais je pense qu'il y a plus dans cette histoire. Avant que Lily puisse répondre, le téléphone de James vibra, une alerte de mouvement du système de sécurité.
Il ouvrit l'application et vit une silhouette traverser le jardin. Alex Randall marchait lentement devant leur maison, les yeux fixés sur les fenêtres éclairées. Il était dehors. Lily se précipita à la fenêtre, puis recula aussitôt. « Ne le laisse pas te voir regarder. » James enregistra la vidéo et ferma l'application. « Fais tes bagages. Toi et Tommy, vous restez chez tes sœurs ce soir. Il nous suivra là-bas. Ensuite, on trouvera un autre endroit. Mais tu ne dors pas dans cette maison pendant qu'il rôde dehors. » Lily commença à protester, mais quelque chose dans la voix de James l'en empêcha. Elle monta faire ses bagages pendant que James vérifiait les serrures et armait le système de sécurité. Tandis qu'ils chargeaient leurs bagages dans la voiture, Alex apparut sur son Porsche, une tasse à la main, les observant avec le même sourire confiant. James démarra le moteur et sortit de l'allée en marche arrière. Dans le rétroviseur, il vit Alex lever sa tasse en un salut moqueur. La guerre avait commencé. James déposa sa famille chez la sœur de Lily à Riverside, à 20 minutes de là. Sarah vivait seule dans un immeuble d'appartements bien sécurisé et aux voisins curieux. Plus sûr que leur maison exposée de Maple Street. « Combien de temps devons-nous rester ici ?» demanda Tommy tandis qu'ils portaient leurs bagages jusqu'à la porte. « Le temps qu'on trouve une solution, » dit James. « Voyez ça comme une aventure. » Tommy n'y croyait pas, mais il était trop intelligent pour discuter. Sarah les accueillit avec des questions auxquelles James ne pouvait pas encore répondre. Des promesses de les protéger qu'il espérait qu'elle tiendrait. Sur le chemin du retour, James appela Mike Reeves, un ancien client qui travaillait pour la police de Millbrook. « James, content d'avoir de tes nouvelles. Comment se passe le réaménagement du poste de police ? Ça tourne à plein régime. Écoute, Mike, j'ai besoin d'un service. Une affaire personnelle. » Quel genre d'affaire personnelle ? Une enquête sur les antécédents d'un voisin, un certain Alex Randall, qui venait d'emménager au 247 rue Maple. Le ton de Mike changea. De quel genre de problème parlons-nous ? Du genre où mon fils de 10 ans ne se sent pas en sécurité dans son propre jardin. Je vais voir ce que je peux trouver. Donnez-moi 24 heures. James raccrocha et reprit la route du retour à travers les rues désertes de la banlieue. À chaque feu rouge, il vérifiait dans ses rétroviseurs si des phares ne le suivaient pas de trop près. La maison semblait différente depuis le départ de sa famille, plus grande, plus froide, plus vulnérable. James activa le système de sécurité et s'installa à la table de sa cuisine avec un bloc-notes et un stylo. Il était temps de s'organiser. Il commença par une chronologie. Chaque interaction avec Alex, chaque comportement étrange de Lily, chaque détail mentionné par Tommy. 3 pages de notes plus tard, un schéma se dessina. Alex préparait tout cela depuis des mois, peut-être plus longtemps. L'achat de la maison, les présentations soignées, la pression psychologique exercée sur Lily, tout cela orchestré pour l'isoler de tout soutien et la forcer à revenir dans sa vie. Mais il avait commis une erreur critique, menaçait Tommy. James avait installé des systèmes électriques pour que suffisamment de propriétaires inquiets sachent comment fonctionnent les hommes obsessionnels. C'étaient des chasseurs qui comptaient sur la peur, l'isolement et la réticence de la victime à demander de l'aide. Sans ces avantages, il ne devenait qu'un criminel de plus faisant des choix stupides. À 11h47 vers 17h, son téléphone vibra, une alerte de mouvement retentit. James ouvrit l'application de sécurité et vit Alex debout au bout de son allée, son portable collé à l'oreille. Le son était trop lointain pour qu'on puisse distinguer les mots, mais le langage corporel était clair, animé, agressif, frustré. James enregistra la rencontre et nota dans son journal, surveillance nocturne, possible communication avec un tiers inconnu. Alex termina son appel et retourna lentement chez lui, non sans s'être arrêté pour fixer la caméra installée sous l'avant-toit de James. Il sourit et salua d'un geste de la main, comme pour saluer un vieil ami. James enregistra la vidéo et ajouta une autre note. Le sujet est conscient de la surveillance. Il continue son comportement provocateur. L'après-midi suivant, Mike Reeves rappela avec des nouvelles inquiétantes. Vos voisins ont une histoire intéressante. Son vrai nom est Alexander Martin Randall, 34 ans, actuellement au chômage, mais vivant d'une indemnité d'invalidité suite à un accident de chantier survenu il y a 3 ans. De quel type d'invalidité s'agit-il ? Un traumatisme psychologique, d'après les documents. Mais voilà le problème, il a eu 4 adresses différentes au cours des 2 dernières années. Et moi ? Il a trouvé des rapports de police dans 3 d'entre eux. Des plaintes pour pression,
toutes concernant des femmes avec lesquelles il prétendait être en relation. James sentit sa mâchoire se serrer. Qu'est-il advenu des plaintes? 2 ont été abandonnées lorsque les femmes ont déménagé. La 3e a donné lieu à une ordonnance restrictive qui a expiré l'année dernière. Mike marqua une pause. James, ce type est un obsessionnel professionnel. Il trouve des femmes vulnérables, s'immisce dans leur vie, puis les rend si inconfortables qu'elles cèdent ou disparaissent. Et les accusations criminelles. C'est là le problème. Il est assez intelligent pour rester juste en dessous du seuil légal. Il n'attaque jamais physiquement personne. Ne profère jamais de menaces explicites. Ne s'introduit jamais dans les propriétés. Il exerce simplement une pression psychologique constante jusqu'à ce que ses cibles cèdent. Des antécédents de violence? Une arrestation pour trouble à l'ordre public à Albany. Les charges ont été abandonnées. Mais voici ce qui m'inquiète, l'accident de chantier qui lui a valu l'indemnisation pour invalidité. Le contremaître affirme que Randall l'a provoqué délibérément, en essayant de blesser une collègue qui sortait avec son ex-petite amie. Rien n'est prouvé, mais le schéma est cohérent. James a assimilé cette information. Que feriez-vous officiellement? Continuez à tout documenter, évitez les confrontations et j'espère qu'il perdra son intérêt. La voix de Mike baissa officieusement. Ce type s'intensifie. Le fait qu'il ait acheté une maison près de chez toi suggère qu'il est plus engagé que ses cibles précédentes. Je mettrai ta famille en sécurité et commencerai à réfléchir à des solutions permanentes. Ce qui veut dire que ce genre de gars ne s'arrête généralement pas tant que quelqu'un ne les y oblige pas. Après l'appel, James était assis dans son pick-up devant l'école de Tommy, regardant les enfants affluer vers les parents qui attendaient. Son fils apparut dans la foule, sac à dos en bandoulière, l'air plus petit et plus vulnérable que dans ses souvenirs. « Comment s'est passée ta journée, champion ? » « Bon, je suppose. » Tommy monta sur le siège passager. Madame Davison demanda où était maman. Je ne savais pas quoi dire. On dirait que sa mère est chez tante Sarah pour quelques jours. On y retourne ce soir? James hocha la tête, détestant la déception dans la voix de son fils. Juste le temps que les choses se calment. Ils roulèrent vers Riverside en silence, mais les questions de Tommy flottaient dans l'air comme de la fumée. Combien de temps cela allait-il durer? Quand se sentirait-il à nouveau en sécurité? Que arrivait-il à leur famille? James il n'avait pas de réponse, mais il commençait à élaborer un plan. Ce soir-là, tandis que Tommy jouait à des jeux vidéo avec son cousin et que Lily aidait Sarah à préparer le dîner, James, assis sur le balcon de l'appartement, passa une série d'appels téléphoniques. D'abord à un avocat spécialisé dans les ordonnances de protection familiale. L'avocat était pessimiste. Sans menaces explicites ni violence physique, les ordonnances de protection temporaire étaient difficiles à obtenir et faciles à violer. Ensuite, à un détective privé recommandé par Mike Reeves. Le détective privé était plus encourageant, prêt à enquêter plus en profondeur sur les antécédents d'Alex et à documenter ses activités moyennant des honoraires substantiels. Enfin, il contacta son agent d'assurance, confirmant que sa police d'assurance habitation couvrait les améliorations de sécurité et un hébergement temporaire si nécessaire. À la fin, James s'était engagé à dépenser près de $5 000 en aide professionnelle, une somme qu'il ne pouvait pas se permettre, mais qu'il ne pouvait pas se permettre de ne pas dépenser. Lily le trouva sur le balcon, scrutant le parking en contrebas. Des nouvelles? Peut-être. On verra bien. Il se tourna vers elle. Comment vas-tu? C'est mieux maintenant qu'on est loin de la maison. Tommy semblait plus détendu aussi. Elle s'assit. La chaise en plastique à côté de lui. Je suis désolé, James, pour tout ça. De l'avoir amené dans nos vies. Tu ne l'as amené nulle part. Il t'a suivi. Mais si je ne l'avais pas fait, si tu ne l'avais pas fait, quoi? J'ai fait une erreur il y a 3 ans. Tout le monde fait des erreurs. James tendit la main et lui prit la sienne. L'erreur remonte à 3 ans. La menace est là, et nous allons y faire face. Mais même en le disant, quelque chose en lui restait froid. Ils pourraient combattre la menace ensemble, certes, mais une fois la fumée dissipée, que resterait-il? La confiance ne se reconstruit pas avec des excuses, surtout quand un enfant a été mis en danger. Lily s'appuya contre lui, et pendant un moment, ils restèrent assis en silence, à regarder les voitures circuler sur le parking en contrebas. Des gens normaux vivant une vie normale, libérés de la guerre psychologique qui avait consumé leur famille.
Et s'il ne s'arrêtait pas? James se posait la même question. Alors, on le forcerait à arrêter. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas encore, mais j'en ai assez de souffrir. 3 jours plus tard, le détective privé a appelé pour présenter ses conclusions préliminaires. Alex Randall avait un comportement qui remontait à près de 10 ans, une série de relations obsessionnelles avec des femmes mariées, chacune se terminant par des campagnes de pression qui éloignaient ses cibles de leur communauté. Voilà ce qui est intéressant, a expliqué le détective privé via une connexion téléphonique sécurisée. Il ne choisit pas des femmes au hasard. Elles correspondent toutes à un profil. Mariée, mère de jeunes enfants, financièrement dépendante de son mari, vivant dans de petites communautés où les ragots circulent vite. Autrement dit, il cible spécifiquement les femmes qui ont le plus à perdre en étant exposées, ce qui les rend plus faciles à contrôler. Le détective privé marqua une pause. Votre femme n'est pas non plus sa première comptable. Il semble préférer les femmes ayant accès aux informations financières. Vous pensez que c'est une question d'argent? En partie, mais surtout, c'est une question de pouvoir, de contrôle, le frisson de détruire quelque chose de stable et de s'en emparer. James digéra tout en observant la rue devant l'appartement de Sarah. Qu'est-il arrivé aux autres? 2 ont déménagé à l'autre bout du pays avec leur famille. L'une a divorcé. Son mari l'a accusée d'avoir amené le chasseur obsédé dans leur vie. La 4e, la voix du détective privé s'assombrit. La 4e a fait une dépression nerveuse. Elle est internée dans un établissement psychiatrique du Vermont. Son mari a obtenu la garde exclusive de leurs enfants. Et Randall est passé à la cible suivante jusqu'à maintenant. C'est la première fois qu'il s'installe durablement, achète une maison, s'installe, s'engage vraiment sur le long terme. James sentit des doigts froids parcourir sa colonne vertébrale. Pourquoi cette fois-ci est-elle différente? C'est ce qui m'inquiète. Soit votre femme compte plus pour lui que les autres, soit il intensifie son comportement. Dans les 2 cas, la situation est bien plus dangereuse. James écoutait, mais ses pensées étaient déjà parties. D'autres familles s'étaient brisées sous ce genre de pression. D'autres maris étaient partis seuls. Il réalisa soudain avec une clarté qu'il ne voulait pas que cela arrive à Tommy. Mais pour lui et Lily, le mal était déjà fait. Cette nuit-là, James resta éveillé dans la chambre d'amis de Sarah, écoutant Tommy respirer dans le lit d'appoint à côté de lui. Lily dormait sur le canapé du salon, refusant de partager un lit tant que leur vie ne serait pas revenue à la normale, si jamais elle redevenait normale. James repensait au conseil officieux de Mike Reeves. Ce genre de type ne s'arrête généralement pas tant que quelqu'un ne les y oblige pas. Le système judiciaire a été conçu pour réagir aux crimes après qu'ils se soient produits, et non pour les prévenir. Lorsqu'Alex franchirait la ligne de démarcation, il serait peut-être trop tard. Mais il y avait d'autres options, des solutions moins officielles. James avait grandi dans un quartier plus difficile que Millbrook Township, où les problèmes exigeaient parfois une résolution directe. Il avait quitté ce monde en épousant Lily, préférant la stabilité à la justice de rue. Mais ses compétences étaient restées, enfouies sous 15 ans de respectabilité suburbaine. Peut-être était-il temps de se souvenir de qui il était. Le lendemain matin, James se fit porter pâle et se rendit dans un quartier qu'il n'avait pas visité depuis 20 ans. Les rues étaient plus étroites, les maisons plus rapprochées, les habitants plus rôdants. Il retrouva Bobby Torino devant une épicerie fine, inchangé, à l'exception de quelques mèches grises dans ses cheveux noirs. Bobby avait été le meilleur ami de James au lycée, avant l'université, avant Lily, avant la décision de quitter son ancien quartier. Jimmy Carter, fils de sorcière. Bobby l'accueillit avec une chaleur sincère. « Qu'est-ce qui vous amène dans ce vieux quartier? J'ai besoin de conseils pour un problème qui ne veut pas disparaître. » Bobby étudia son visage, lisant le sous-entendu. Le genre de problème qui empêche un homme de dormir la nuit. Ouais, allons marcher. Ils flânèrent dans des rues qui abritaient 20 ans de souvenirs communs. Le terrain de basket où ils avaient appris à se battre. Le parking où ils avaient appris à conduire. La ruelle où Jimmy avait appris que la violence était parfois le seul langage que les brutes comprenaient. Parle-moi de ton problème. James expliqua la situation, voyant l'expression de Bobby s'assombrir à chaque détail. Lorsqu'il eut terminé, Bobby s'arrêta et se tourna vers lui. Ce type joue sur le long terme. Une guerre psychologique de niveau professionnel. La voix de Bobby portait la tension dont James se souvenait de leur adolescence. La question est, qu'es-tu prêt à faire?
Tout ce qu'il faut pour protéger ma famille, même si cela implique d'enfreindre la loi. James pensa à Tommy demandant s'il divorçait, à Lily pleurant en pensant que personne ne la regardait. À Alex debout dans leur jardin à minuit. Ouais. Bobby hocha lentement la tête. Je sais que certaines personnes sont des spécialistes et savent faire disparaître les problèmes. Mais Jimmy, une fois qu'on s'engage sur cette voie, il n'y a pas de retour en arrière. Tu es sûr de vouloir franchir cette ligne? Quelle est l'alternative? Continuer à jouer selon des règles qu'il ne suit pas, espoir, le système finit par rattraper son retard. Regardez votre famille se faire détruire petit à petit pendant que vous remplissez des rapports de police. James était déjà arrivé à la même conclusion. Quel genre de spécialiste? Ceux qui comprennent que certaines personnes renoncent à leur droit à des solutions pacifiques. Ceux qui font des visites à domicile au milieu de la nuit. Bobby a sorti une carte de visite avec rien d'autre qu'un numéro de téléphone. Vous appelez ce numéro? Demandez Vincent. Dites-lui que Bobby vous envoie. Que vous avez un problème de dératisation. Combien? Cela dépend du type de dératisation dont vous avez besoin. Cela peut être aussi simple qu'une conversation. Cela peut être plus permanent. James a empoché la carte. Bobby, j'apprécie, mais je ne peux rien faire remonter à ma famille. Ces types sont des fantômes, Jimmy. Ils ne laissent pas de traces. Le sourire de Bobby était sans chaleur. Mais voilà le problème. Une fois que vous avez passé cet appel, votre problème devient leur problème, et leurs solutions ont tendance à être définitives. James a quitté son ancien quartier avec plus qu'une carte de visite. Il est parti avec un souvenir de qui il était et la certitude que parfois, la seule façon de protéger ce qu'on aime est faire des choses dont on ne parlera plus jamais. Mais d'abord, il voulait essayer une approche différente. Cet après-midi-là, James est rentré chez lui pour la première fois depuis 4 jours. Le système de sécurité a montré à plusieurs reprises Alex rôdant dans la propriété, toujours dans les limites légales. Pas de vitres cassées, pas d'effraction, rien de répréhensible. Mais le message psychologique était clair. Je peux te contacter quand je veux. James a téléchargé les images de surveillance et les a gravées sur un DVD, constituant ainsi son dossier de documentation. Puis il a fait quelque chose qui aurait semblé impossible une semaine plus tôt. Il a marché 3 portes plus loin et a frappé à la porte d'entrée d'Alex. Alex a répondu immédiatement, comme s'il avait observé par la fenêtre. Son sourire était d'une netteté remarquable. James, quelle agréable surprise. Il faut qu'on parle. Bien sûr, entre. La maison d'Alex était meublée spartiatement mais méticuleusement organisée. Une précision militaire dans chaque détail, des magazines parfaitement alignés sur la table basse au matériel tactique exposé sur des étagères murales. Tu étais dans l'armée, a observé James. Marine, 2 missions en Afghanistan avant que l'accident de chantier ne me mette fin à ma carrière. Alex a fait un geste. Vers le canapé. Asseyez-vous. Une bière? Je vais bien. James resta debout, scrutant la pièce. Des plans du quartier couvraient un mur, avec des punaises rouges marquant divers emplacements. Il reconnut sa maison, l'école de Tommy, le bureau de Lily. Impressionnante configuration. J'aime être organisé, connaître mon environnement. Alex suivit son regard. L'information, c'est le pouvoir, tu ne trouves pas? Ça dépend de ce qu'on en fait. C'est vrai. Alex se dirigea vers un bureau et prit un dossier en papier craft. Par exemple, j'ai des informations vous concernant qui pourraient vous surprendre. Saviez-vous que votre femme consulte des avocats spécialisés en divorce? James garda une expression neutre. Vraiment? 3 cabinets différents au cours des 2 derniers mois, s'enquérant des modalités de garde, du partage des biens, de la pension alimentaire. Alex ouvrit le dossier et en sortit des photos, des prises au téléobjectif de Lily entrant dans des cabinets d'avocats. Elle prévoit de te quitter, James. La seule question est de savoir quand. Et tu veux être là quand elle le fera. Je veux l'empêcher de commettre une autre erreur, comme t'épouser. Le masque d'Alex glissa légèrement, révélant la chasseuse cachée en dessous. Elle était heureuse avec moi, vivante comme elle ne l'a plus été depuis. Tu représentes la sécurité, la stabilité, l'ennui. Je représente la passion. Tu représentes le contrôle et l'intimidation. Je représente la persévérance, le dévouement, la volonté de me battre pour ce que j'aime. Alex s'est rapproché.
Tu as abandonné la première fois. Elle semblait distante. Je n'abandonne jamais. James a reconnu le piège de la conversation et l'a contourné. Que veux-tu? Simple. Je veux que tu facilites les choses pour tout le monde. Demande le divorce. Demande la garde partielle. Laisse Lily et Tommy prendre un nouveau départ. La voix d'Alex avait le ton raisonnable d'un homme d'affaires négociant un contrat. En échange, je disparaîtrai de ta vie. Plus de surveillance. Plus de visites nocturnes. Une rupture nette. Et si je refuse, les choses se compliquent. J'ai suffisamment de documents sur les activités extra-conjugales de Lily pour ruiner sa réputation dans cette communauté. Photos, SMS, reçus d'hôtel. Alex est retourné au dossier et a sorti d'autres preuves. J'ai aussi des informations sur ta situation fiscale qui pourraient intéresser le fisc. C'est incroyable tout ce qu'on peut apprendre sur quelqu'un quand on s'y met. James a étudié les photos. Clairement. Des images trafiquées qui faisaient passer des rencontres innocentes pour incriminantes. Un travail de qualité professionnelle qui convaincrait un tribunal de divorce ou ruinerait la réputation d'une femme dans une petite ville. Depuis combien de temps préparez-vous cela? Depuis le jour où elle m'a quitté à Portland. Il y a des pertes qu'on n'accepte pas. Les yeux d'Alex brillaient d'une lueur terne et obsessionnelle. J'ai investi trop de temps et d'argent pour repartir les mains vides. Et Tommy s'adaptera. Les enfants sont résilients. Le sourire d'Alex revint. De plus, il aura un nouveau père qui s'occupera vraiment de lui. Quelqu'un qui lui enseignera des compétences utiles. Le mépris désinvolte pour le bien-être de son fils déclencha quelque chose de froid et de violent dans la poitrine de James. L'espace d'un instant, il se vit serrer la gorge d'Alex jusqu'à ce que son sourire suffisant disparaisse à jamais. Au lieu de cela, il hocha la tête pensivement. J'aurai besoin de temps pour y réfléchir. Bien sûr, mais ne tarde pas trop. Je ne suis pas patient. Alex le raccompagna jusqu'à la porte. Oh, et James, tes caméras de sécurité sont visibles depuis la rue. Il faudrait peut-être envisager un meilleur emplacement. James quitta la maison en sachant parfaitement à quoi il avait affaire. Alex n'était pas qu'un manipulateur en série. C'était un chasseur professionnel avec une formation militaire, un temps illimité et aucune limite morale. Le raisonner était inutile. Le système judiciaire était inadéquat, ce qui ne laissait qu'une seule option. Ce soir-là, James s'assit dans son camion devant l'appartement de Sarah et composa le numéro que Bobby lui avait donné. Vincent à l'appareil. Bobby Torino dit, tu pourrais peut-être m'aider pour un problème de désinsectisation. Quel genre d'insectes? Ceux qui menacent les enfants. Un silence. J'aurai besoin de détails. Rendez-vous demain au Rosettes Dîner sur la route 22, à 10h. Venez seul. La ligne fut coupée. James fixa son téléphone, sachant qu'il venait de franchir une limite qu'il ne pourrait jamais dépasser. Demain, il s'assiérait en face d'un inconnu et discuterait de l'élimination d'un autre être humain, comme s'il préparait un foyer. Rénovation. Mais en repensant au mépris désinvolte d'Alex pour le bien-être de Tommy, le choix lui semblait inévitable. Certains problèmes exigeaient des solutions permanentes. Vincent s'avéra être un homme d'une cinquantaine d'années à la voix douce, aux cheveux blonds et sans particularité, à l'exception de ses yeux qui semblaient tout cataloguer sans jugement. Ils s'assirent dans un box d'angle au café Rosetties pendant que James expliquait la situation. L'entraînement militaire complique les choses, dit Vincent lorsque James eut terminé. Ça le rend plus dangereux, mais aussi plus prévisible. Les marines pensent tactiquement, mais oublient parfois la stratégie. Quelle est la différence? La tactique gagne les batailles. La stratégie gagne les guerres. Vincent sortit une tablette et prit des notes. Ton problème, c'est de penser que c'est à cause de ta femme. Ce n'est pas le cas. C'est une question de domination. Cet homme a besoin de se sentir supérieur, maître de lui, imbattable. Si on lui enlève ça, il devient juste un autre colérique avec un faible contrôle des impulsions. Comment faire pour qu'il n'ait pas un accident? Plusieurs options. On pourrait arranger ça pour qu'il ait un accident. Solution permanente. Risque minimal pour toi. La voix de Vincent ne portait pas plus d'émotion que s'il. On discutait de la météo. Le coût serait de 25 000 $ plus les frais. James sentit son estomac se nouer. C'est plus que ce que je gagne en 6 mois.
Les approches alternatives coûtent moins cher, mais comportent plus de risques. On pourrait faire en sorte qu'il soit arrêté pour des accusations graves. Preuves planétaires, informations anonymes, ce genre de choses. 15 000 $, mais rien ne garantit qu'il reste enfermé. Quoi d'autre? La guerre psychologique. Retourner ses propres tactiques contre lui. Lui donner l'impression d'être traqué plutôt que le chasseur. 5 000 $. Mais cela nécessite votre participation et pourrait prendre des mois avant de donner des résultats. James a envisagé les options. La première était définitive, mais financièrement impossible. La deuxième était risquée et temporaire. La troisième était abordable, mais incertaine. Parlez-moi de l'approche psychologique. Vincent se pencha en avant. On le rend paranoïaque. Des appels téléphoniques au milieu de la nuit provenant de numéros intraçables. Des bruits étranges autour de sa maison. La preuve que quelqu'un est entré pendant son absence. Des animaux morts sur le pas de sa porte. Une pression croissante jusqu'à ce qu'il craque ou s'en aille. Les risques juridiques sont minimes si la situation est bien gérée. L'approche de Vincent, son sourire était mince et froid. La beauté, c'est que les types comme lui ont des ennemis. Beaucoup de gens ont des raisons de se compliquer la vie. Nous ne sommes qu'une ombre parmi tant d'autres dans un monde rempli d'ombres. Que me veux-tu? 5 000 $ en liquide, la moitié à l'avance. Des détails sur ses habitudes, ses biens, ses vulnérabilités et, surtout, un alibi en béton pour tout ce que nous faisons. James repensa à Lily qui pleurait dans la cuisine, à Tommy qui demandait s'il divorçait, aux menaces désinvoltes d'Alex. 5 000 $ représentaient la majeure partie de leurs économies, mais certains investissements valaient le coup. Quand est-ce qu'on commence? Ce soir. Rentre chez toi. Comporte-toi normalement. Assure-toi d'être visible par plusieurs témoins. Laisse-nous faire le reste. Ils se serrèrent la main sur le parking, scellant un accord qui sauverait la famille de James ou détruirait ce qui restait de son âme. Mais en rentrant chez Sarah, James ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des semaines. L'espoir. Ce soir-là, James emmena sa famille dîner dans un restaurant bondé, s'assura que la serveuse se souvienne d'eux et paya par carte de crédit. Qui horodaterait leur position? À 20h30, ils retournèrent à l'appartement de Sarah pour une soirée cinéma avec elle et les enfants. À 22h15, le téléphone de James vibra, une alerte de mouvement provenant de son système de sécurité. Il ouvrit l'application et vit Alex debout dans son allée. Mais quelque chose était différent. L'homme semblait agité, regardant constamment par-dessus son épaule, parlant rapidement dans son téléphone. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Lily, remarquant son expression. « Rien, je vérifie juste la maison. » James ferma l'application sans mentionner ce qu'il avait vu, mais pendant l'heure qui suivit, son téléphone continua de vibrer d'alerte. Alex apparut à plusieurs reprises sur la caméra, faisant le tour de la maison, vérifiant les fenêtres, testant les portes. Son langage corporel trahissait la confusion et une paranoïa croissante. L'équipe de Vincent était déjà au travail. À 23h47, l'alerte cessa. Alex était probablement rentré chez lui, mais le mal était fait. Pour la première fois depuis son emménagement à Maple Street, il se sentait comme la proie plutôt que comme le chasseur. James aurait dû ressentir un sentiment de triomphe. Au lieu de cela, il se sentait fatigué. Ce n'était pas une victoire. C'était un répit. Et dans ce silence, quelque chose s'installa en lui. Même si Alex disparaissait à jamais de leur vie, les ombres qu'il avait révélées persisteraient. Certaines trahisons étaient irréparables. Certaines fissures étaient inséparables. James s'autorisa un petit sourire en bordant Tommy dans le lit d'appoint. « Papa. »« Ouais, Champ. Quand est-ce qu'on peut rentrer ?»« Bientôt, » dit James, et pour la première fois depuis des semaines, il était sérieux. La campagne psychologique s'intensifia les jours suivants. James en entendit parler par des voisins qui appelaient pour signaler des activités étranges sur Maple Street. Quelqu'un avait fouillé dans les poubelles de ce nouveau venu, Madame Patterson les avait disposées selon des motifs, comme une sorte de rituel. Des enfants avaient peint des symboles à la bombe sur sa boîte aux lettres. Un autre voisin l'avait mentionné. Des trucs bizarres. Un air presque militaire. Je l'avais vu dehors à 3h du matin avec une lampe de poche. Il avait signalé la visite de Monsieur Kowalski de Floride. On aurait dit qu'il cherchait quelque chose dans son jardin. James, ils ont exprimé leur sympathie en documentant chaque incident.
L'équipe de Vincent était méthodique, professionnelle et totalement invisible. La pression semblait aléatoire, déconnectée, impossible à retracer. Le 4e jour, Alex a commis une erreur. Il s'est présenté à l'école de Tommy. Le directeur a immédiatement appelé James. Monsieur Carter, il y a eu un incident. Un homme se faisant passer pour le beau-père de Tommy a tenté de le faire sortir de l'école plus tôt que prévu. Son cœur s'est arrêté de battre une seconde. Quel homme? Il a dit s'appeler Alex Randall. Il a dit qu'il y avait une urgence familiale et que vous l'aviez envoyé chercher Tommy. La voix du directeur exprimait une inquiétude professionnelle. Bien sûr, nous ne confions pas les enfants à des personnes non inscrites sur la liste des personnes autorisées à venir chercher Tommy, mais je pensais que vous devriez le savoir. Où est Tommy maintenant? En sécurité dans mon bureau? J'ai appelé la police pour porter plainte. James est arrivé à l'école en 8 minutes, après avoir grillé 3 feux rouges et pris des virages à des vitesses dangereuses. Il a trouvé Tommy dans le bureau du directeur, palmes et indemnes, avec un policier qui prenait des notes. Papa. Tommy a couru vers lui et James a enveloppé son fils. Dans une étreinte féroce. Ça va, champion? Je vais bien, mais monsieur Randall semblait vraiment en colère qu'il ne me laisse pas partir avec lui. Tommy leva les yeux, inquiet. Il dit, tu étais blessé et tu avais besoin que je rentre immédiatement. Le policier se présenta comme l'inspecteur Morrison et demanda des détails sur le comportement d'Alex. James donna des informations générales, tout en omettant soigneusement ses propres activités extrascolaires. Il s'agit d'une tentative d'enlèvement, expliqua l'inspecteur Morrison. Si l'on ajoute à cela les plaintes pour pression que vous avez déposées, nous avons de quoi arrêter monsieur Randall et demander une ordonnance de protection. Combien de temps cela prendra-t-il? Je peux obtenir un mandat d'arrêt d'ici 2 heures. Nous viendrons le chercher cet après-midi. James ressentit un mélange de soulagement et d'inquiétude. L'intervention de la police officielle protégerait sa famille, mais elle pourrait aussi perturber les opérations de Vincent. Alors qu'il quittait l'école, James appela Vincent depuis son camion. On a un problème. La cible vient de tenter d'enlever mon fils. La police lance un mandat d'arrêt. En fait, c'est une bonne nouvelle, répondit calmement Vincent. Ça veut dire qu'il craque plus vite que jamais. On s'attend à ça. Ne vous inquiétez pas pour l'arrestation. On s'adaptera. Comment? Faites confiance à la procédure. Lorsqu'il aura payé sa caution, il ne sera plus en état de menacer qui que ce soit. James n'a pas demandé de détails. Il vaut mieux ne pas tout savoir. Alex a été arrêté à 15h47. Placé en garde à vue sans incident alors qu'il tentait de récupérer quelque chose dans son jardin. Il s'est avéré que c'était un raton laveur mort, cloué à sa clôture. Une autre carte de visite de Vincent. James regardait depuis son camion la police emmener Alex menotté. L'homme avait l'air hagard, paranoïaque, scrutant constamment le ciel comme s'il attendait une surveillance aérienne. 5 jours de pression psychologique avaient transformé un chasseur confiant en un animal confus et effrayé. Mais James savait que l'arrestation était temporaire. Alex paierait sa caution dans les heures qui suivraient et reviendrait plus dangereux qu'avant. Vincent a appelé ce soir-là pour donner des nouvelles. La phase 2 commence ce soir. On passe aux dégâts matériels et aux interférences numériques. D'ici demain matin, votre problème sera soit abandonné, soit nécessitera une intervention plus permanente. Quel genre de dégâts matériels? Ceux qui rendent un homme remet en question sa santé mentale. Des fenêtres qui se fissurent sans raison, des fusibles qui sautent à répétition, une pression d'eau qui chute à intervalles irréguliers, des milliers de petites pannes qui passent à côté, et des interférences numériques. Des appels téléphoniques à toute heure provenant de numéros différents. Des SMS provenant de comptes qui n'existent pas. Des emails avec des pièces jointes qu'il n'a pas demandées. Vincent marqua une pause. Le but est de lui faire sentir que la réalité elle-même se retourne contre lui. Combien de temps peut-on tenir cela? Aussi longtemps que nécessaire, mais la plupart des gens craquent après une semaine de pression intense. L'esprit humain n'est pas conçu pour gérer une incertitude prolongée. James raccrocha et retourna à l'appartement de Sarah où sa famille attendait, dans un étrange état d'animation suspendu. Ils étaient en sécurité, mais pas libres. Protégés, mais pas chez eux. Combien de temps devons-nous rester ici? Demanda Tommy pour la 100e fois. Plus pour longtemps, promit James, espérant que c'était vrai.
Alex paya sa caution à 21h23 et rentra chez lui pour trouver ses fenêtres de devant criblées de fissures. Pas cassées, juste assez abîmées pour perturber sa vision du monde extérieur. James observa via son application de sécurité. Alex a fait le tour de la propriété avec une lampe de poche, examinant les dégâts et vérifiant la présence d'intrus. Les mouvements de l'homme étaient saccadés, paranoïaques, ceux de quelqu'un qui ne faisait plus confiance à son environnement. À 23h45, la maison d'Alex s'est plongée dans le noir. Toutes les lumières, tous les appareils électroniques, tous les écrans numériques étaient éteints. La compagnie d'électricité imputerait plus tard la panne à un dysfonctionnement du transformateur, mais James savait que ce n'était pas le cas. L'équipe de Vincent l'avait coupé du réseau. Pendant 3 heures, Alex est resté assis dans le noir, son téléphone sonnant sans arrêt, avec des appels de numéros qui n'existaient pas. Lorsque le courant est finalement revenu à 2h51, sa maison avait été transformée. Chaque meuble avait été déplacé de 6 pouces vers la gauche. James a vu Alex le découvrir grâce à la fonction de vision nocturne de ses caméras. L'homme allait de pièce en pièce, mesurant les distances d'une main tremblante, essayant de comprendre comment quelqu'un était entré dans sa maison verrouillée et avait tout réorganisé avec une précision mathématique. À l'aube, Alex était assis sur son porche, un fusil sur les genoux, observant la rue d'un œil qui ne clignait plus. Vincent a appelé. 7 heures. Il est brisé, prêt à conclure un marché. Quel genre de marché? Une capitulation totale. Il quitte la ville, ne recontactez plus jamais ta famille, ne se retourne même pas. La voix de Vincent exprimait la satisfaction. Il sera parti à midi. Comment en être sûr? Parce que je m'apprête à lui faire une offre qu'il comprendra. Parfois, le seul langage que les chasseurs respectent est la violence supérieure. James n'a pas demandé de détails. Certaines conversations étaient mieux gardées. À 11h42, James a reçu un SMS d'un numéro inconnu. Problème résolu. La facture sera envoyée à votre adresse professionnelle. Quel plaisir de faire affaire! Grâce à son application de sécurité, il a regardé Alex charger des cartons dans un camion de location avec une efficacité frénétique. Pas d'emballage soigné, pas de départ organisé, juste une fuite désespérée face à une situation qui avait dégénéré et qui lui échappait. À 12h15, le camion avait disparu. Alex Randall avait disparu de leur vie aussi soudainement qu'il était apparu, ne laissant qu'une maison vide et 3 semaines de séquelles psychologiques. James il appela Lily pour lui annoncer la nouvelle. Il est parti. Parti où? Est-ce important? Ce n'est plus notre problème. Cet après-midi-là, James retourna à la maison de Maple Street. Seul, il déverrouilla la porte d'entrée, pénétra dans le silence et prit une longue inspiration. Le même air, les mêmes pièces, mais il ne se sentait plus chez lui. C'était un endroit qui avait été violé, non seulement par Alex Randall, mais aussi par les mensonges qui couvaient depuis longtemps. Il se tenait dans la cuisine, là où tout avait commencé. La tasse brisée, le visage pâle, le silence, tout était toujours là. Ce soir-là, il retrouva Lily et Tommy à l'appartement de Sarah. Ils s'assirent dans le salon, James, un dossier à la main. Tommy, dit James doucement. Tu peux nous accorder quelques minutes, à maman et à moi. Tommy parut hésitant, mais hocha la tête et quitta la pièce. Il avait repensé à ce moment-là des centaines de fois. Chaque version se terminait de la même manière. On peut pardonner la peur. Tu peux même pardonner la faiblesse. Mais mentir pendant des mois pendant qu'un chasseur rôde chez toi, c'était une fracture qu'il ne pouvait ignorer. L'amour peut-être, mais pas la confiance. Et sans confiance, pas de foyer. James ouvrit le dossier et posa un ensemble de documents sur la table basse. C'est un accord de divorce déjà examiné par un avocat. Je l'ai signé. Lily se figea. Quoi? De quoi parles-tu? Je ne te reprends pas, Lily, dit calmement. Ça n'a jamais été juste à cause d'Alex. Ce n'est pas lui qui a commencé. C'est toi. Il était la fissure dans les fondations que tu as laissées derrière toi. Ses lèvres tremblèrent. Je t'ai dit la vérité. Après des mois de mensonges, après avoir vu notre fils se faire entraîner dans quelque chose de dangereux, après que tu sois resté là à me laisser douter de ma propre santé mentale pendant que tu supprimais des messages et cachais des parties de l'histoire, tu n'as pas avoué. Tu t'es fait prendre. Elle baissa les yeux en silence. Tu auras la garde partagée. Tommy mérite d'avoir ses 2 parents, mais pas sous le même toit.
J'ai déjà trouvé un appartement. Il est couvert pour les 6 prochains mois. Après ça, c'est à toi de gérer. James, s'il te plaît, murmura-t-elle. On peut arranger ça. Il la regarda vraiment, et vit une femme qu'il ne connaissait plus. Une femme qui avait partagé sa vie, mais qui se trouvait maintenant du côté opposé de la guerre froide. Je ne veux pas arranger ça, dit-il. Je veux la paix. Il se leva. Tu diras à Tommy ce que tu veux, mais pas un mensonge. Dis-lui qu'on se sépare parce que les adultes font parfois des choix qui ont des conséquences, et celui-ci en fait partie. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais James était déjà à la porte. Je le ramène à la maison. Elle cligna des yeux, stupéfaite. Tu veux dire maintenant? Oui. Il mérite la stabilité, et moi aussi. Ce soir-là, James s'engagea dans l'allée de Maple Street, Tommy à ses côtés sur le siège passager. Le garçon était silencieux, observant la porte d'entrée familière comme si c'était quelque chose de sacré. On est de retour, demanda-t-il. James le regarda. Toi et moi, mon petit. On est à la maison. Il n'avait pas dit « nous », pas l'ancien « nous ». Cette version de la famille avait disparu. Mais ce qui restait, ce lien fort et discret entre père et fils, toujours vivant, et c'était suffisant. 6 semaines plus tard, la maison du 247 rue Maple était mise en vente. L'annonce décrivait un vendeur motivé, avec un prix réduit pour une transaction rapide. James l'acheta. Il n'en avait rien dit à Lily. Elle ne participait plus à ce genre de décision. Ils n'avaient plus vécu ensemble depuis le jour où il était revenu avec Tommy et l'avait laissé dans l'appartement de Sarah. La conversation avait été calme, chirurgicale. Tu l'as fait entrer dans nos vies, avait-il dit, sans colère, sans crier, juste fatigué. Et tu l'as gardé près de toi longtemps après avoir su qui il était. Elle pleurait, suppliait, demandait s'il pouvait réessayer pour le bien de Tommy. James se contenta de secouer la tête. Tommy aurait un foyer sûr, mais pas avec nous deux. Plus maintenant. Maintenant, la maison était vraiment à lui. Il avait payé comptant grâce à un prêt garanti par son entreprise, transférant la propriété via Shell Corporation, une parmi les nombreuses solutions proposées par Vincent. Lily n'avait jamais posé de questions. Il soupçonnait qu'elle ne voulait pas savoir. Au sous-sol, James trouva ce qu'il attendait. Des dossiers de surveillance, des dossiers étiquetés, des photos imprimées, sa vie, celle de son fils, documentée, cartographiée. Il brûla tout dans le brasero du jardin, une boîte à la fois. Les flammes réduisirent en cendres de vieux secrets. Le dernier jour de nettoyage, caché derrière le chauffe-eau rouillé, il trouva un mot. Ce n'est pas fini. Tu penses avoir gagné, mais tu as juste en fait une affaire personnelle. Je trouverai de nouvelles façons de te faire du mal. Des approches différentes, des approches patientes. Tu ne peux pas surveiller ta famille éternellement. James le lut 2 fois, puis le jeta au feu. Des menaces creuses d'un homme creux. 3 mois plus tard, l'inspecteur Morrison appela. Je pensais que tu aimerais savoir. Alex Randall arriva dans l'Oregon. Il y eut une confrontation avec la police. Il suivait une femme de manière obsessionnelle. La situation dégénéra. Il chargea les policiers, un outil à la main. James resta assis, le téléphone collé à l'oreille. Immobile. Et puis, aucune famille. Aucune n'a réclamé le corps. L'État s'est occupé de l'enterrement. Merci, inspecteur. Il raccrocha et sortit. Tommy assemblait des planches dans le jardin, construisant ce qu'il appelait un fort de bataille. Ses cheveux étaient en bataille, le visage concentré. Lily n'avait pas appelé depuis 2 semaines. Quand elle le fit, James tendit le téléphone à Tommy, puis s'éloigna. Ce soir-là, James appela Bobby Torino. Jimmy, je n'ai plus entendu ta voix depuis la fin de la tempête. Je voulais juste te dire que c'est fini. J'ai entendu l'Oregon, hein? James grogna. Ça n'a même pas fait la une des journaux locaux. Ça n'arrive jamais. Bobby resta silencieux un instant. Alors, ça va? James regarda par la fenêtre. La maison 3 portes plus loin était vide, rideau tiré, le jardin à nouveau sauvage. Oui, c'est vrai. Tu as encore besoin d'aide. Je sais où te trouver, mais j'espère ne jamais en avoir besoin. Il raccrocha. Pas de cérémonie, pas de réflexion, juste le silence.
Le week-end suivant, il ouvrit le coffre-fort que l'équipe de Vincent avait installé au sous-sol. Au fond de quoi? Autrefois le repère d'Alex, le disque dur de secours était resté intact. Nom, dossier, photo, assurance, comme Vincent l'avait appelé. James l'avait refermé, réinitialisé le code au cas où. L'automne arriva, puis l'hiver. Tommy eut 11 ans. James prépara un gâteau tordu et l'emmena aux cages de frappeurs. Ils rirent comme ils ne l'avaient pas fait depuis des mois. Le soir, Tommy ne demandait plus si les caméras fonctionnaient encore. Il dormait, tout simplement. Le printemps apportait de l'herbe fraîche et un nouveau toit. Lily envoya un email pour demander à la rencontrer. James ne répondit jamais. Il lui payait sa pension alimentaire à temps. S'assurait que Tommy l'appelle un week-end sur 2. Rien de plus. Un an plus tard, James Carter se tenait sur sa terrasse et regardait son fils faire du vélo dans la rue, criant quelque chose à un ami. Un bon cri, pas de peur, pas d'inquiétude, juste l'enfance. Il sirota son café. La guerre était finie. La famille n'était pas au complet, mais elle était en sécurité. Il n'avait pas sauvé son mariage. Il avait sauvé son fils. Et c'était suffisant.